Plonge dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, Nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado Nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du balado Nuance, je discute avec Annie-Claude Savard de mythes entourant la dépendance. Annie-Claude est professeure agrégée à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Elle est chercheuse régulière à l'Institut universitaire en dépendance du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, à l'équipe Hermès, au Centre international de criminologie comparée, ainsi qu'au Centre de recherche jeunes, familles et réponses sociales. Ces recherches s'appuient sur une perspective critique et portent sur les jeux de hasard et d'argent chez les jeunes adultes, la construction sociale de la responsabilité individuelle et collective, les discours et les pratiques en matière de publicité et de prévention du jeu, ainsi que la médicalisation des problèmes sociaux et la stigmatisation des personnes en situation de dépendance. Bonjour Annie-Claude, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation puis de prendre de votre temps pour cette discussion nuancée sur la dépendance. Bien, merci à vous de l'invitation. Ça me fait grandement plaisir de prendre ce moment avec vous aujourd'hui. Donc, avant d'aller plus loin, je pense qu'on a un gros morceau à décortiquer. Qu'est-ce que c'est la dépendance? Effectivement, un gros morceau. Donc, vous débutez avec une grande question. Donc, peut-être avant de parler plus spécifiquement de dépendance, il serait important de situer la question de l'usage, en fait. OK. Puis, peut-être rappeler qu'aujourd'hui, on va peut-être se concentrer davantage sur ce qui concerne l'usage d'alcool et d'autres substances. On ne va pas nécessairement aller dans tout ce qui est usage d'écran, de jeux de hasard et d'argent, etc. Parfait. Donc, peut-être situer, en fait, cette question de l'usage, rappeler que ça se situe sur un continuum. Okay. Donc, on va aller de l'abstinence ou de la non-consommation jusqu'à l'autre bout du continuum qui est la dépendance, en fait. Donc, entre les deux, il y a toutes sortes de formes d'usage, donc de l'usage bénéfique, même pour la santé, par exemple, l'usage de substances médicales. Mm-hmm. En passant par un usage occasionnel non problématique, donc récréatif, le fameux 5 à 7 une fois de temps en temps, etc., un verre de vin, à l'usage problématique, par exemple, où on va peut-être observer quelques méfaits, donc des conséquences négatives dans la vie des gens, jusqu'à la dépendance, donc là où on va parler davantage d'un usage répété, régulier, fréquent, qui, malgré les conséquences négatives et les méfaits, va se poursuivre. OK. Donc, on est un peu dans ces eaux-là. Tout qu'un spectrum, finalement, ce n'est ni noir ou blanc, on est entre deux extrêmes un peu. Là. Entre deux points, effectivement. Okay. Puis il faut peut-être se rappeler aussi que ça peut varier. Une personne peut se promener sur ce spectre-là. Donc, à l'intérieur de sa vie, elle peut passer d'un type d'usage à l'autre. Et même pour différentes substances, être à différents points sur le spectre. Et ça peut arriver aussi qu'une personne reste toujours au même point là, dans sa vie. Okay. Donc, je pense que c'est des éléments là, importants à situer avant peut-être de comprendre, de parler davantage de dépendance en tant que telle. Donc, on a décortiqué un peu plus au niveau de l'usage. Maintenant, si on parle de dépendance, est-ce qu'on a des données en lien avec ça? Est-ce qu'il y a une certaine prévalence dans la société? Que nous dit finalement là, les sondages peut-être sur le sujet? Oui. Bien, Santé Canada fait des enquêtes là, de façon assez régulière. Puis on sait, là, par exemple, en 2019, là, au niveau canadien, on avait 4,8 millions de Canadiens qui disaient avoir subi au moins un méfait en lien avec l'usage de l'alcool au cours de l'année qui précédait l'enquête. Ah, oui. Et puis, les jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans, en fait, étaient ceux qui rapportaient davantage de méfaits en lien avec l'usage d'alcool. OK. Donc, on se trouve à être pas mal dans notre population cible. Exactement. Okay. Il y avait un petit effort là, pour rapporter. Puis au niveau de l'usage des autres substances, donc au niveau canadien toujours, 5% des Canadiens âgés de 15 ans et plus avaient déclaré là, avoir subi au moins un méfait, donc une conséquence négative au cours de l'année précédant l'enquête en lien avec leur usage d'autres substances. Donc on va parler de cannabis, de cocaïne, d'amphétamine, toutes les autres substances en fait. Puis encore une fois, les taux les plus élevés sont chez les jeunes adultes. Quand même assez intéressant. On fait bien d'en parler, de se concentrer sur cette thématique-là, mais à la lumière là, de ce que vivent les jeunes adultes. Donc là, maintenant, on parle de dépendance. De quoi on parle?
Donc, en fait, c'est important peut-être de situer que selon la perspective qu'on va adopter, selon la lunette qu'on va prendre, on va conceptualiser la dépendance d'une façon ou d'une autre. Okay. Puis, probablement que la réponse à votre question, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est la dépendance, bien, c'est un peu une combinaison de toutes ces facettes-là. Donc, je vais commencer à peut-être en présenter quelques-unes. Donc, certaines perspectives vont considérer la dépendance ou l'étudier davantage à partir d'une perspective individuelle. Donc, on va retrouver là-dedans les approches davantage neurobiologiques ou encore des approches centrées autour des concepts de maladie ou de pathologie, par exemple. Donc, on va vraiment se concentrer sur les symptômes, notamment. Donc, ces approches-là s'inscrivent davantage dans une perspective de médicalisation, donc une perspective médicale, à ne pas confondre avec médicamentation. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, elles sont fort intéressantes pour comprendre l'individu, qu'est-ce qui se passe au niveau biologique, psychologique, etc. C'est nécessaire et très important. Par contre, d'une perspective de travail social, d'où moi je suis, en fait, d'où moi je proviens, donc il y a peut-être une certaine zone d'ombre dans ces perspectives-là, c'est-à-dire qu'elles laissent plus de côté tous les éléments plus de nature structurelle qui viennent entrer en ligne de compte, en fait, dans les paramètres qui influencent la dépendance ou qui peuvent parfois la précipiter, par exemple, ou l'engendrer. Tout l'aspect, finalement, environnemental. L'individu, il évolue dans un système, dans la société, puis ça, c'est de mettre cette lunette-là, finalement, pour comprendre. Là. Exactement, exactement. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, probablement la définition, elle est multifacette, c'est-à-dire, oui, l'individu lui-même, mais de le prendre dans son contexte. Et dans quel contexte arrive cette dépendance-là. Dans cette même perspective, mettons dans une perspective peut-être biopsychosociale, on va dire, où donc certains vont la concevoir davantage à partir d'une perspective où l'usage, en fait, est en quelque sorte une stratégie d'adaptation. Ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire. Donc, pour composer avec des difficultés de la vie. Donc, cette approche-là, elle trouve ses racines dans les travaux de Stanton Peele, qui est très connu dans le domaine des dépendances pour ses travaux sur la suétude. Puis, lui, il pose l'hypothèse, en fait, que la suétude ou la dépendance, là, elle n'est pas causée par la substance ou par le psychotrope et ses propriétés, en fait. Elle est plutôt associée à l'effet que produit la substance pour une personne donnée dans des circonstances données, en fait. Donc, en tenant compte du contexte. Puis qui, dans le fond, l'objectif étant, là, par exemple, de calmer de l'angoisse, etc., qui sont liés au contexte de vie de la personne. Donc, c'est à ça qu'on deviendrait assujetti, c'est-à-dire l'expérience que nous fait vivre la substance dans le contexte dans lequel on le consomme. Et de là, pour qu'on dit là, une stratégie un peu d'adaptation pour faire face aux difficultés. Mais, bon, évidemment, là, quand on arrive dans la dépendance, bien, cette stratégie-là, ce qui arrive, c'est qu'en fait, elle crée plus d'enjeux qu'autre chose. Donc, ça devient un peu un cycle. C'est pour ça qu'on parle du cycle de la suétude, d'ailleurs. Mais excessivement intéressant, cette distinction-là entre, finalement, on ne serait pas dépendant de la substance, mais plutôt des effets. Donc, toute l'importance du contexte, de l'environnement, comment c'est vécu la prise de substances, par exemple. Oui, tout à fait. Puis ça nous rappelle d'ailleurs la loi de l'effet, où on prend en compte l'individu, la substance et le contexte dans lequel on en fait usage. Absolument. Bien, très bien expliqué pour ça. Puis peut-être une dernière lunette que j'aimerais apporter là, dans la façon de concevoir ou de définir la dépendance ou de la comprendre probablement. Oui. C'est la perspective probablement dans laquelle moi je m'inscris, c'est-à-dire de comprendre la dépendance à partir d'une perspective qui réfère à la dépendance comme un problème social, qui est le produit vraiment de l'interaction entre différents déterminants de la santé. Entre eux. Donc, par exemple, comment le fait de se trouver en situation de vulnérabilité au plan personnel, familial, social, en combinaison avec une absence de capital social, matériel, de se retrouver en défavorisation au niveau économique, par exemple, dans le contexte de politiques prohibitives en matière de substances, on se le rappelle, le fait de ne pas avoir d'accès à un logement, peu de ressources d'aide, etc. Comment tout ça, en fait, peut mener à la dépendance ou comment tout ça peut venir s'inscrire, en fait, dans le parcours d'une personne qui fait usage et complexifier, dans le fond, son rapport aux substances là, et mener à la dépendance, essentiellement. En fait, dans vos travaux, vous prenez en considération tous ces facteurs-là qui peuvent être des facteurs de risque ou qui peuvent peut-être exorbiter certains enjeux en lien avec la dépendance.
Oui, bien, dans mes travaux, moi, je travaille beaucoup sur les questions de jeu, de hasard et d'argent. Puis effectivement, il y a certains facteurs que je vais tenter de mieux comprendre, puis comment ces facteurs-là ont des impacts sur les habitudes de jeu des gens, et particulièrement sur les habitudes de jeu des gens qui vivent des méfaits. Par exemple, en ce moment, on étudie comment la publicité qui entoure les jeux de hasard et d'argent a un impact sur les habitudes de jeu des gens. Puis ce qu'on trouve, c'est que les personnes les plus impactées, c'est celles qui vivent le plus de méfaits en lien avec le jeu. Okay. Donc, vous voyez, ça, c'est un excellent exemple de déterminant de la santé sur lequel les gens n'ont pas de contrôle, mais qui viennent les influencer à jouer davantage, en fait. Oui, super intéressant. Donc, finalement, bien, je retiens que la dépendance, ça comprend plusieurs facettes. Puis là, on a vu un peu 3 lunettes. Bien, c'est un peu un heureux mélange de tout ça qui nous permet de mieux comprendre la dépendance. Exactement. Donc, une combinaison d'expertise et de perspectives qui sont issues de plusieurs disciplines, et c'est ça qui permet au final de mieux comprendre ce phénomène-là et de mieux aider les gens aussi. Absolument. Donc, c'est ça l'objectif, évidemment. Tout en nuances. Tout en nuances, voilà. Donc, Annie-Claude, maintenant, évidemment, vous êtes experte de votre domaine, c'est donc dire que vous connaissez bien la dépendance. Peut-être qu'en début de carrière, ce n'était pas nécessairement le cas. On s'intéresse à possiblement une conception erronée que vous aviez avant de développer votre expertise. Je ne sais pas si vous pouvez penser à quelque chose sur le vif comme ça. J'ai essayé de réfléchir à ça, puis je n'ai pas trouvé la question facile. J'ai assurément identifié des éléments auxquels je n'avais pas pensé nécessairement. OK. Puis là, ça m'a fait penser à mon début de carrière aussi, puis je me suis dit, ouais, ça fait un bout, hein? Donc, il y a des choses auxquelles j'étais moins alerte, puis je pense aussi que c'est encore le cas actuellement. Donc, pour les gens qui sont peut-être pas dans le domaine, c'est peut-être pas un mythe, mais en tout cas, c'est des méconnaissances, une absence de connaissance sur toute la question de la stigmatisation dont sont victimes les personnes qui font de l'usage et qui sont aux prises avec une dépendance. Donc, à quel point même l'usage des mots, les mots qu'on utilise donc dans l'espace public, là, dans le quotidien pour parler de ces gens-là, pour référer à ces questions-là, à quel point ça reflète nos idées, nos valeurs, et ça peut avoir un impact important sur les personnes. Donc ça, c'est une chose à laquelle je réfléchissais moins et à laquelle maintenant je tente de sensibiliser les gens. Donc des mots comme toxicomane et des mots comme ça, donc qui sont chargés de sens et qui peuvent engendrer quand même des méfaits pour les personnes. Puis un autre élément auquel je ne pensais pas vraiment, c'est tout l'impact des politiques et des lois qui peuvent engendrer des méfaits en soi sur les personnes qui font usage. Donc, quand on parle de politiques prohibitives, comment ces politiques-là peuvent parfois contribuer à criminaliser des personnes qui vivent déjà beaucoup de détresse et de souffrance. Oui. Il y a un exemple peut-être concret en lien avec une politique qui pourrait justement contribuer à exacerber un enjeu pour quelqu'un qui vit avec la dépendance? Bien, absolument. Donc, la plupart des substances sont... Donc, la possession est illégale, en fait. Donc, on vient de légaliser le cannabis. Puis d'ailleurs, on l'a vu, ça a eu un impact important. Le nombre de crimes en lien avec la possession de cannabis a baissé drastiquement. Donc, vous voyez, c'est un exemple concret, en fait. Donc, mais les personnes qui vivent avec des habitudes de consommation sévères d'autres substances actuellement, bien, elles se voient davantage criminalisées. Donc, on reconnaît que c'est un enjeu de santé, on reconnaît que c'est un enjeu de société, mais d'un autre côté, on le criminalise. Oui. Donc, vous voyez, c'est... Oui, une certaine... c'est à double tranchant. Exactement. Très bien. J'aime cette perspective-là parce que je pense que ça nous ramène, nous, en tant qu'individus qui n'avons pas une expertise sur la dépendance, à se questionner possiblement par rapport aux termes, aux mots qu'on utilise, à ce qu'on entend aussi dans les médias, ne serait-ce que de porter une attention attentive. Je pense que déjà, on peut dire mission accomplie. Là, les gens seront assurément plus sensibilisés à ça. Là. Ah, bien, tant mieux. Donc, évidemment, quand on entend parler de dépendance chez les jeunes adultes, c'est certain qu'on entend des choses, on remarque qu'il y a peut-être des idées préconçues, des mythes qui vont persister. C'est ce qu'on aimerait se donner comme mission là, dans le cadre de cet épisode de balado, donc d'en décortiquer quelques-uns si ça vous convient. Oui, bien sûr, avec plaisir. Excellent. Donc, notre premier mythe, en fait, serait que la dépendance est un choix ou un manque de volonté. Effectivement, donc c'est un mythe et c'est faux. Donc, probablement qu'il est important là, de bien comprendre le concept de déterminant de la santé, là, pour en partie clarifier ça. Donc, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais peut-être que ça vaut la peine de creuser davantage sur ce que c'est. Donc, les déterminants de la santé, c'est quoi? C'est l'ensemble des facteurs et des conditions qui vont avoir un impact
et qui influencent ou qui ont un potentiel d'influencer la santé des individus ou leurs conditions sociales, etc. OK. Donc, ils sont de différentes natures, héréditaires, biologiques, comme l'âge, le sexe, etc., comportementaux, donc les habitudes de vie, la consommation d'alcool en fait partie, par exemple, mais aussi et principalement sociaux. Donc, comme les conditions de vie matérielles et sociales, le fait d'avoir accès au logement, d'avoir notre milieu familial, ça ressemble à quoi? D'avoir accès à des services si on en a besoin, pas trop loin, accessible, la sécurité alimentaire et les politiques publiques aussi. Donc, en société, dans notre environnement, les programmes d'aide pour venir en aide aux personnes en situation de défavorisation, l'aide aux familles, les soutiens aux jeunes en difficulté, tout ça. Donc, tout ça, là, ça vient paramétrer l'environnement des individus. Ça dresse un portrait, parce que finalement, il y a des déterminants qui sont propres à l'individu, mais il y en a qui sont propres à son environnement. Exact. Donc, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça, puis la personne se retrouve au centre, en fait. Donc, nous, on n'est pas... Il n'y a personne qui est égal, en fait, là où elle se situe par rapport à ces déterminants-là. Donc, il y a beaucoup d'inégalités par rapport à tout ça. Puis, dans le fond, ces déterminants-là, ils vont venir influencer la santé des personnes au plan physique, mental et global. Donc, évidemment que la qualité de ces déterminants-là, elle n'est pas répartie également dans la société. Donc, c'est les inégalités sociales. Voilà. Donc, tous n'ont pas accès, par exemple, à un logement adéquat, à l'éducation, à la sécurité alimentaire, à des soins de santé qui répondent à leurs besoins et tout ça. Donc, c'est là où on a les inégalités sociales et de santé. Puis c'est dans cette perspective-là qu'il faut comprendre, justement, l'usage problématique et là où peut émerger la dépendance comme une stratégie pour faire face aux difficultés. Donc, nous sommes inégaux face aux déterminants de la santé et nous sommes inégaux aussi en termes d'outils qu'on a dans notre bagage pour faire face aux défis. Donc, c'est beaucoup dans cet esprit-là qu'il faut comprendre la dépendance et non pas comme un manque de volonté où, évidemment, là, on n'est pas là du tout. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est très complexe. Puis il y a plusieurs facteurs, vous l'avez nommé tantôt, qui ne dépendront pas nécessairement directement de l'individu. Absolument. Donc, les politiques sociales, c'est les individus eux-mêmes ne choisissent pas ça, mais ça a des impacts majeurs sur leur quotidien, en fait. Bien, très bien expliqué. Je pense qu'on peut mettre ce mythe-là de côté une bonne fois pour toutes. Une chose de réglée. Donc, si on passe à un deuxième mythe, ce serait celui qui, du regard externe peut-être, ce serait de se dire ou de penser que si une personne fonctionne bien, que ce soit au travail, dans ses relations sociales, avec sa famille, elle n'en vit pas de problème de dépendance. C'est ni noir ni blanc, donc ici. Donc, une personne peut faire usage de substances, peu importe la substance, peut en faire usage de manière régulière et être très fonctionnelle dans les différentes sphères de sa vie. Et à l'inverse, une personne peut sembler fonctionnelle dans certaines sphères et par ailleurs vivre des méfaits importants en lien avec son usage dans d'autres sphères de sa vie. Évidemment, tout n'est pas noir ou blanc. Puis évidemment aussi, ça peut varier en fonction des produits. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de jeux de hasard et d'argent. Donc, c'est une activité pour laquelle peut-être ça peut prendre plus de temps, par exemple pour l'entourage, de se rendre compte qu'il peut y avoir des habitudes plus à risque qui se sont développées, comparativement, par exemple, à une consommation d'alcool où, bon, ben là, il y a des signes apparents là, déjà quand on voit la personne. Oui, tout à fait. Donc, voilà. D'un œil externe, finalement, ça peut être invisible. C'est ce que j'entends. Puis on peut pas se fier à la fonctionnalité perçue d'une personne pour c'est ça, porter un jugement, finalement, sur à savoir si elle a des enjeux ou non en lien avec la dépendance. Exactement. Ben justement, on parle de perception, de fonctionnalité perçue. On peut penser parfois que les problèmes de dépendance vont seulement toucher des personnes qui seraient marginalisées. Oui, c'est vrai. Donc, effectivement, c'est une idée là, qu'on entend. C'est pas complètement faux. C'est pas seulement les personnes marginalisées, mais si on garde en tête les déterminants sociaux de la santé dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous comprendrez que effectivement, elles sont touchées peut-être de manière différente. Donc, là où je vais faire une distinction tout à l'heure, c'est dans la manière dont, en fait, elles subissent les conséquences, qui peuvent être différentes des autres personnes. Donc, elles ne sont pas nécessairement plus ou moins touchées, ou c'est pas ça, le point n'est pas nécessairement là, mais c'est de dire de la manière dont les conséquences sont peut-être vécues différemment. Ah, c'est intéressant, ça. Quand on a justement une lunette, on parlait tantôt de déterminants, mais si on pense à des facteurs de risque, ben ils seront pas vécus de la même façon d'une personne à l'autre, finalement. Non, donc les facteurs de risque, ça, à la base, évidemment, deux personnes relativement dans la même situation peuvent vivre le même événement de vie et le vivre de manière complètement différente. Donc, c'est pour ça que, bon, on peut difficilement le dire, bon, ben un facteur de risque mène à un usage problématique. Bon, ça peut arriver,
mais ça ne veut pas dire d'un point de vue subjectif de l'expérience de la personne que c'est là que ça va l'amener. Je comprends. Donc, on a un exemple concret, une personne qui perdrait son parent, un jeune adulte qui perdrait son parent ou une rupture amoureuse pourrait mener à davantage d'usage d'alcool, par exemple, alors qu'un autre va vivre les mêmes événements et va plutôt s'adapter assez bien à la situation ou va coper différemment, s'adapter différemment. Donc, mais effectivement, il y a des facteurs de risque qui sont parfois associés là, à l'usage qui peut amener des méfaits, puis on revient un peu à ces déterminants sociaux de la santé, effectivement. OK, je comprends. Puis si on revient à la question des personnes marginalisées, donc les problèmes ne touchent pas que les personnes marginalisées, évidemment, les problèmes de dépendance. Donc, voilà. Puis, bon, justement, on dit que ce n'est pas uniquement les personnes marginalisées. Je pense qu'on pouvait s'en douter, mais est-ce qu'on a un peu plus d'informations là-dessus, peut-être possiblement des données à ce niveau-là? Oui, tout à fait. Donc, si on prend, par exemple, l'alcool, au Canada, la prévalence de la consommation d'alcool est estimée autour de autour de 76 % chez les 15 ans et plus, puis 73 % chez les 15 à 24 ans, donc chez les jeunes adultes. Donc, encore une fois, là, c'est la population où on retrouve les taux d'usage les plus élevés. Ouais. Au Québec, le taux de prévalence de consommation est autour de 81 % consommation d'alcool, avec un taux de prévalence, encore une fois, plus élevé chez les 18-24 ans et chez les hommes. OK. Pour le cannabis, par exemple, on est à 32 % des Canadiens, avec un taux de 48 % chez les 15 à 24 ans. Ah, ouais. Et pour les autres substances, donc qui ont un statut illégal, on en parlait tout à l'heure, donc c'est 8 % des Canadiens, et quand on regarde les 15-24 ans, on est à 14 %. Donc, vous voyez, c'est quand même un phénomène répandu, au-delà de la question de la marginalisation. Absolument. L'usage s'est répandu, et donc, inévitablement, là, la dépendance aussi, ça ne concerne pas seulement les populations marginalisées. Oui. Puis, même, il y a eu une étude là, faite par l'INSPQ dans les établissements collégiaux universitaires, hein, donc, pour regarder un peu à quoi ça ressemblait, là, les habitudes de consommation. Puis, c'est très répandu. En fait, là, donc, l'alcool, on parle de 66 à 84 %, cannabis, 20 à 30 %, cocaïne, 7 à 9 %, hallucinogène, 6 à 7,7 % autour de ça. Et ça, c'est à travers les différents programmes d'études aussi. Hein? Donc, vous voyez, c'est quelque chose là, qui ne fait pas de distinction nécessairement de classe, l'usage de substances. Et des gens qui suivent, en fait, qui se retrouvent dans les établissements collégiaux, universitaires, qui suivent des études, qui sortiront possiblement avec un diplôme. Là, donc, intéressant comme donnée. Tout à fait. Puis, il faut peut-être rappeler le contexte des études aussi, de faire l'usage de substances dans un contexte de performance aussi. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ouais. Les stimulants, entre autres, hein, pour rester réveillé, étudier, être performant, être bon. Dans l'univers sportif de haut niveau aussi, on voit ça. Ouais. Donc, il y a vraiment une diversité de contextes là, où on voit l'usage de différentes substances. Ouais. Donc, ce n'est vraiment pas propre aux personnes marginalisées. Non, je comprends. Puis on parlait tantôt, ça peut être des contextes qui sont hautement anxiogènes. On parlait de stratégies d'adaptation. On peut penser qu'il y a des individus qui vont se tourner vers ça. Exactement, exactement, tout à fait. Très intéressant. Mais peut-être juste pour nuancer avec votre question, je vous disais tout à l'heure, c'est pas seulement les personnes marginalisées qui vont être touchées par ça, mais par contre, les conséquences de l'usage et la dépendance, elles vont souvent être vécues de manière différente en fonction du statut et de la position sociale des individus. Okay. Donc, c'est là où je pense qu'il y a une grosse distinction à faire, puis c'est important de bien la comprendre. Donc, par exemple, les conséquences de l'usage sur une personne en situation d'itinérance qui est aux prises avec une problématique de dépendance vont probablement être différentes, des conséquences chez une personne de statut socio-économique élevé qui occupe une position importante dans la société, qui a accès à des ressources d'aide, qui n'a pas de difficultés économiques, puis qui a un soutien social important autour d'elle. Donc, on parlait tantôt un peu de facteurs de risque et de protection, hein? Donc, on y revient un petit peu. Puis, en revanche, la personne en situation d'itinérance, elle va être probablement exposée à un risque plus élevé de criminalisation, parce qu'elle va être en possession de substances, à une exposition à la violence probablement plus grande en raison là, des accès à la substance dans la rue, des choses comme ça. Puis donc, sa santé, sa sécurité physique vont probablement être plus souvent en danger qu'une personne là, dans une autre position sociale. Super intéressant comme distinction, encore une fois, puis ça nous amène à mettre notre lunette pour considérer tout ça, là, ces effets-là, hein, parce qu'on parle, oui, d'usage peut-être problématique, mais de dépendance, mais les effets qui ne seront pas vécus de la même façon par la personne selon sa situation, c'est déterminant, là, très pertinent.
J'entends un peu on peut penser, bon, à quelqu'un qui serait une personne qui serait marginalisée ou en grande vulnérabilité. J'entends que peut-être que possiblement on peut entrer dans un certain cycle, ça peut peut-être être difficile de s'en sortir. Puis en lien avec ça, on peut entendre une idée préconçue, bien, comme quoi, une fois dépendante, la personne va le rester toute sa vie. Tout à fait. Bien, il y a différentes écoles de pensée en lien aussi avec les différentes approches pour conceptualiser le concept de dépendance. Donc, certaines approches, effectivement, là, à la dépendance, vont la conceptualiser comme une maladie, puis qui vont considérer effectivement que cette maladie-là va rester tout au long de la vie de la personne. Donc, elle peut cesser la consommation, se retrouver dans une perspective d'abstinence, mais elle va toujours demeurer dépendante. Donc, certaines approches sont de cette école-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup à partir de cette approche-là que les connaissances scientifiques se sont construites. Hein? Donc, le concept de maladie, la perspective médicale. Puis, ça explique probablement, en fait, l'espèce de dominance de ce discours-là, puis le fait que ce discours-là est encore très, très présent. Ceci étant dit, comme discuté là, tout à l'heure, plutôt dans notre discussion, là, une approche différente à cette question-là, c'est de considérer plutôt qu'une personne peut se déplacer sur le spectre de l'usage. Donc, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, une personne pourrait faire le choix de cesser de consommer à nouveau, de réduire sa consommation, de ne pas aller dans la consommation de la substance qui causait des méfaits, mais de poursuivre la consommation d'alcool, par exemple. Mais c'est le rapport à la substance, puis le rapport à l'expérience de consommation, en fait. Puis certaines personnes vont dire, moi, j'arrête complètement, puis c'est mieux pour moi comme ça. Puis d'autres vont consommer une autre substance de manière occasionnelle. Fait que tout ça n'est pas noir ou blanc, encore une fois. Non, tout à fait. C'est intéressant, j'entends la notion de choix, mais dans le grand discours, on entend aussi parfois des notions de rechute. Comme, moi, une rechute, ça sonne comme si j'ai pas le contrôle. Est-ce qu'il y a une distinction en lien avec ça par rapport au déplacement là, sur le spectre dont on parlait plus tôt? Là? Bien, ce qu'on entend généralement, la manière dont on le conçoit, c'est de dire que bien, la rechute, ça fait un peu partie du processus là, d'une personne qui souhaiterait cesser de consommer, par exemple. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, puis ça fait partie du processus. Dans le fond, elle a fait des acquis, puis elle va repartir de là pour atteindre ses objectifs. Mais je pense que c'est important de toujours se resituer par rapport aux objectifs de la personne. Donc, si elle, son souhait, c'est vraiment l'abstinence, de l'accompagner là-dedans, puis si, bon, elle consomme à nouveau, en fait, parce que le concept de rechute, on pourrait questionner la terminologie même derrière ce concept-là. Donc, le fait de consommer à nouveau, c'est pas un échec total, en fait. Hein? Donc, on repart de là et on continue. Donc, mais il y a encore, en fait, des perceptions là, plutôt sévères à l'égard de la rechute, là, parfois qu'on entend. Bien, absolument. Puis, en ramenant à l'objectif de l'individu et non d'une pression externe, d'un regard peut-être de la société, ça rend tout ça plus accessible. Là, quelqu'un qui souhaiterait modifier sa consommation, c'est ça. Ça me semble que c'est un message qui porte plus d'espoir que de parler d'abstinence, de rechute, justement, là. Oui, tout à fait. Puis la perspective, on va peut-être en parler davantage tout à l'heure, là, mais il y a toute la perspective de la réduction des méfaits, de la réduction de l'usage. Tu sais, aussi, l'abstinence n'est pas la seule option, là, tu sais, pas du tout. Ou la non-consommation, on peut l'appeler de différentes façons aussi, là. Donc voilà, il faut vraiment, je pense, être au rythme des personnes, puis selon leurs objectifs et leurs souhaits, hein, parce qu'il ne faut pas démoniser non plus là, l'usage. Puis c'est vraiment en fonction de comment la personne le vit, quels sont les méfaits dans sa vie, puis qu'est-ce qu'elle souhaite changer par rapport à tout ça. Bien, ça nous ramène à finalement, bien, chaque individu peut nous amener à adopter une approche différente. Hein? Chaque personne est unique et absolument. Ne vivra pas ça de la même façon. Puis fort probablement qu'il faut s'intéresser au contexte dans lequel elle vit, en fait. Hein? Donc, seulement s'intéresser au comportement de consommation, je pense que c'est insuffisant. Oui. De là, l'idée aussi avoir des initiatives qui portent plus largement sur des politiques qui visent à venir en aide à ces gens-là et aussi à s'intéresser à des problèmes sociaux profonds qui sont associés à ça, comme la défavorisation sociale, économique, etc. Donc, tout ça est associé, en fait. Donc, quand on s'intéresse seulement à un comportement, quel qu'il soit, ici, on parle d'usage de substances, mais on pourrait parler d'autres choses, on fait fausse route, je pense. Il faut comme voir les individus dans leur contexte, dans leur globalité, si on veut. Le bien commun, en fait. Là, absolument, d'adopter une vision plus globale, plus macro de la situation. Là. Exact.
Très, très riche tout ça. Puis ben justement, je sens un peu qu'on se dirige naturellement vers ce message-là, à savoir, il y a assurément des approches qui sont possibles, des stratégies pour mieux vivre, possiblement avec la dépendance, mais aussi peut-être un usage qu'on sent qui pourrait devenir problématique. Donc, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Bien, il y a plusieurs approches là, qui sont déployés là, par les organismes, par les centres publics aussi, dans le travail de rue, etc. Donc, une des approches qu'on voit beaucoup là, dans les derniers temps, dont on entend beaucoup parler dans les médias aussi, puis les politiques, c'est l'approche de réduction des méfaits. Okay. Donc, c'est une approche qui est dans l'esprit de ce dont on parle. C'est-à-dire, on va se placer dans une perspective où on accompagne la personne à son rythme et là où elle souhaite aller. Donc, une personne qui vivrait des méfaits importants en lien avec l'usage, mais qui ne souhaite pas cesser à ce stade-ci de sa vie, bien, c'est correct aussi. Ouais. Le point, c'est que c'est correct. Puis après, si elle souhaite réduire, par exemple, les conséquences de l'usage, on peut peut-être travailler sur les conséquences de l'usage sans travailler sur l'usage lui-même. Donc, la consommation, peut avoir des méfaits autres que l'usage lui-même. Oui. Donc, ça peut être de travailler sur consommer de façon sécuritaire, par exemple. Donc, les sites de consommation supervisée qu'on voit là, on a vu émerger à Québec dans les dernières années, entre autres, s'inscrivent dans cette approche-là. Oui. Donc, comment avoir des services et des approches qui font en sorte que les gens vivent moins de méfaits en lien avec leur consommation sans nécessairement prescrire ou demander de cesser de consommer. Adapté à la réalité de la personne, comme vous nommez. Puis, j'entends un peu cette notion d'empowerment, de redonner le pouvoir à la personne. Oui, les personnes savent ce qui est bien pour elles, hein, dans certains contextes de leur vie, savent qu'est-ce qui est le mieux. Puis, il faut faire attention avec cette notion d'empowerment. Parfois, on remet effectivement la possibilité de faire les choix, puis c'est tout à fait bien et justifié. Mais il faut faire attention à ne pas trop remettre la responsabilité sur les épaules des individus pour les difficultés qu'ils vivent, parce que, comme on l'a clairement démontré, ils ne sont vraiment pas les seuls responsables des situations dans lesquelles ils se trouvent. Un heureux équilibre entre les deux, finalement. Exactement. Donc, dans cette même lignée, comme on le mentionnait, ça s'inscrit dans tout un système. Bien, justement, si on pense aux proches de la personne, peut-être amis, famille, bien que ce ne soit pas nécessairement leur rôle d'apporter un soutien qui serait professionnel, mais un soutien émotionnel, faire savoir justement qu'on est là pour la personne qui vit avec la dépendance, comment on peut s'y prendre? C'est intéressant comme question. Il y a plusieurs éléments à apporter. Donc, souvent, on va penser aux membres de l'entourage, aux conjoints, conjointes, aux parents, aux enfants, aux amis, aux proches, comme des sources de soutien potentiel. Puis, c'est tout à fait vrai. Hein? Ils peuvent être une écoute sensible dans le non-jugement, ce qui est parfois plus difficile, en raison des mythes, entre autres, là, dont on a parlé tout à l'heure. Puis, c'est pourquoi là, c'est important de s'informer aussi. Ils peuvent aussi être des sources de conseils, d'accompagnement vers des ressources d'aide, puis même vers un accompagnement à l'intérieur de des ressources d'aide. Hein. Donc, il y a parfois des programmes, des services qui se développent où on va inviter à la fois la personne qui vit des enjeux sur le plan de sa consommation, mais aussi les proches. Donc, j'ai des collègues, par exemple, qui travaillent sur le développement d'un modèle d'intervention conjugale, dont l'un des membres a des difficultés avec le jeu ou l'usage de substances. Donc, les deux personnes vont venir en intervention. Puis ça, c'est bénéfique à la fois pour la personne qui consomme, mais aussi pour le conjoint, la conjointe lui-même qui comprend mieux, etc. Même chose pour les familles d'adolescents, d'enfants et inversement les parents les enfants de parents, pardon. Donc, on comprend que ça passe, entre autres, par mieux s'informer pour ensuite mieux accompagner là, au meilleur de nos capacités notre proche. Tout à fait. Puis, justement, les membres de l'entourage peuvent être tentés, c'est sûr, de venir en aide à leurs proches qui vivent des enjeux, parce qu'on comprend, là, on veut de tout cœur les aider, les soutenir. Puis parfois, ce qui peut arriver, ce que les études démontrent, c'est qu'ils peuvent poser des gestes parfois qui, sincèrement, étaient dans le but de les aider. Mais dans les faits, c'est pas toujours clair, là, qu'est-ce qui va se produire. Est-ce que ça va être bénéfique ou non, ces gestes-là? C'est intéressant. Donc, par exemple, payer les dettes. Ou des choses comme ça. Ou excuser la personne devant les autres pour des comportements, etc. Donc, c'est pas toujours le cas, c'est faux, dans la nuance, toujours. Mais au fond, c'est que parfois des gestes sont posés dans la plus belle intention du monde, mais l'effet est parfois mitigé. Donc, c'est pour ça aussi
Donc, il ne faut pas hésiter. Les membres de l'entourage, il ne faut pas hésiter parfois à aller demander de l'aide pour être outillés, en fait, pour accompagner les proches. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, ça peut partir de bonnes intentions, tout en bienveillance, mais sans dire que ça peut nuire carrément. Ça peut ne pas apporter les effets souhaités, là. Exactement. Puis on comprend, c'est pas facile de savoir quoi faire. Hein. C'est clair. Donc, ça peut être très, très, très difficile, en fait, de prendre des décisions de cette nature-là. T'sais, non, je ne paierai pas les dettes. Donc, c'est vraiment des situations qui sont parfois difficiles. Puis vous l'avez effleuré tout à l'heure, oui, on va penser au soutien pour la personne qui vit avec la dépendance, mais de prendre en considération que nous, en tant que proches de cette personne-là, c'est possible qu'on ait besoin d'aide aussi, là, puis c'est correct d'aller la chercher finalement, c'est même souhaitable. Oui, absolument. Donc, aller chercher de l'aide pour les accompagner, mais aussi aller chercher de l'aide pour soi. Pour soi-même. Parce que ce qu'on sait aussi, c'est que les proches, les membres de l'entourage de personnes là, qui vivent des méfaits importants avec l'usage de substances ou le jeu ou peu importe, elles vivent souvent une grande souffrance, une grande détresse elles-mêmes. Elles ont aussi besoin de soutien, elles ont besoin d'aide. Donc, pour ça aussi, donc, il ne faut pas hésiter là, à aller demander de l'aide. Donc, elles peuvent vivre des enjeux au plan de la santé mentale, hein, donc de l'anxiété, de la culpabilité, vivre avec le fait d'avoir la perception d'avoir été un mauvais parent. Ouais. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux importants là, qu'il faut pas hésiter à adresser puis à aller chercher du soutien, en fait, là, pour les membres de l'entourage. Ben oui, c'est effectivement très important de le nommer puis de se rappeler aussi, là. Oui, tout à fait. Hein. Puis, c'est pas banal. Là. Dans le monde, on estime là, environ à 100 millions le nombre de membres de l'entourage qui sont affectés par la dépendance d'un proche. Donc, c'est pas une petite affaire, là. Puis, ces proches-là là, peuvent avoir besoin d'aide, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant des services et des programmes qui sont spécifiquement destinés à ces proches-là, qui souhaitent parfois s'informer pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec mon enfant, qu'est-ce qui se passe avec mon conjoint, ma conjointe. Donc, pour recevoir, puis aussi pour être outillés, pour mieux comprendre, pour être outillés, quoi faire, puis pour aller chercher du soutien pour eux-mêmes. Donc, différents services, que ce soit via les services offerts dans les centres de réadaptation en dépendance du Québec. Donc, il y en a dans chaque région du Québec. Et la plupart, ou en tout cas certains assurément d'entre eux, offrent des services pour les membres de l'entourage. Donc, je pense que c'est peu connu, en fait. Et via la ligne Jeux ou Drogue, aide et référence. Donc, ça, c'est une ligne là, provinciale qui offre de l'aide, de l'écoute, de la référence et même des suivis, à la fois pour les personnes qui sont aux prises là, avec la dépendance et aussi leurs proches. Donc, on peut les contacter par téléphone et même par clavardage. Ah, merveilleux. Puis là, on parlait, bien, c'est disponible dans pratiquement toutes les régions. Là, moi et les acronymes, on passe par le CU3S, le CLSC pour, si on ne sait pas trop par où s'y prendre. C'est via les CCCIUS, là, effectivement, les centres de réadaptation. Bien, là, je pense que c'est même mon appellation qui date, là, est probablement plus bonne, ça change trop vite, ces affaires-là. Je pense que les auditeurs vont comprendre. Ouais. Exactement, c'est les programmes à l'intérieur des CCCIUS, effectivement, qui offrent ça. Parfait. Puis sinon, bien, la ligne Jeux et drogue à des références, les gens, les intervenants, là, ils les connaissent tous, les programmes. Ouais. Donc, ils sont en mesure de référer dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a parfois des organismes communautaires aussi qui offrent des services. Donc, eux sont vraiment un pivot intéressant pour référer, là. Donc, on a des beaux services là, au Québec qui commencent à se développer, mais malheureusement, il n'y en a pas assez. Ouais. C'est-à-dire que, bon, on a quelques-uns, mais par exemple, des approches qui vont vraiment impliquer la famille, etc. Donc, on a besoin de plus encore, là, plus d'initiatives pour les impliquer puis pour prendre soin d'eux. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont de belles idées, des initiatives en tête, ce serait le bienvenu finalement, mais il y a quand même des ressources existantes vers lesquelles on peut se tourner. Oui, absolument. Merveilleux. Bien, merci pour cette discussion tellement riche, tellement pertinente, Annie-Claude. Bien, merci à vous. C'était vraiment agréable, cette discussion. On a assurément permis de déconstruire des mythes en lien avec la dépendance, d'explorer, d'aller vraiment en détail, savoir qu'est-ce qui peut influencer tout ça dans la vie d'une personne. On a même abordé des pistes d'action pour favoriser son bien-être et celui des proches. Donc, un épisode, de ma foi, très pertinent. Alors, à nos auditeurs, on vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes pour être à l'affût des nouveaux épisodes du Balado Nuance. À bientôt! Cet épisode du Balado Nuance est propulsé par la Fondation TELUS en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires sans qui ce projet ne pourrait perdurer.